Et si, et si tout ce qu'on pensait savoir sur l'eau sur Terre était, au fond, complètement faux? On se penche aujourd'hui sur une théorie radicalement différente proposée par l'auteur Abdoulad Boufim. Et attention, elle vient bousculer les bases mêmes de ce qu'on connaît de l'hydrologie et de la géologie. Bon, on peut dire que l'auteur n'y va pas par 4 chemins. Il commence avec une affirmation, disons, percutante. Et ça donne tout de suite le ton. On est face à une rupture totale avec la pensée scientifique classique. C'est un point de départ qui nous oblige un peu à mettre nos certitudes de côté et juste à écouter. Alors, le cœur de sa théorie, ça part d'une idée finalement assez simple, la façon dont la Terre interagit avec l'eau. Et pour bien la saisir, il nous demande d'oublier tout ce qu'on a appris sur l'absorption, les nappes phréatiques, tout ça. Et voilà, là on touche au point central, à la distinction fondamentale qu'il fait. Pour lui, la Terre n'absorbe pas l'eau de manière passive, un peu comme une éponge. Non, il dit qu'elle avale l'eau. C'est un processus actif, bien plus puissant, et cette nuance, elle est vraiment la clé de toute sa théorie. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle de ce phénomène, l'auteur nous donne un chiffre, et franchement, il est vertigineux. 50 milliards de mètres cubes. Ce serait la quantité d'eau que la Terre pourrait avaler en seulement 2 jours de pluie. C'est une quantité d'eau absolument colossale. C'est même difficile à imaginer. Bon, d'accord. Mais alors, où est-ce qu'elle va, toute cette eau? Eh bien, pas dans de simples nappes phréatiques. D'après cette théorie, elle vient alimenter ce que l'auteur appelle les vrais réservoirs de la planète, de gigantesques lacs souterrains. Et leur origine est assez surprenante. Pour comprendre comment ces réservoirs sont nés, il faut d'abord saisir cette image, cette métaphore qu'il utilise tout le temps. Il décrit l'état initial des montagnes comme de la laine cardée. C'est une matière qu'on imagine très légère, aérée et complètement saturée de vapeur d'eau bouillante venue des profondeurs de la Terre. C'est une image puissante et elle est essentielle pour comprendre la suite. Donc cette fameuse idée de laine cardée, elle est vraiment au centre de sa théorie sur la formation des montagnes. Selon lui, les montagnes et le premier type de lac souterrain ne sont pas deux choses distinctes. Non, ils se seraient formés en même temps dans un seul et même processus cataclysmique. Alors comment ça marche concrètement? D'abord, étape 1. Cette matière, la laine cardée, tombe dans d'immenses failles terrestres. Ensuite, étape 2, là, elle rencontre l'eau chauffée à blanc par le magma, ce qui crée une pression monstrueuse vers le haut. Mais en même temps, une force venue du ciel la pousse vers le bas. Et à l'étape 3, c'est le choc, l'affrontement titanesque qui va trier les matériaux. Ce qui est lourd devient du sable et des couches plus légères sont violemment projetées vers le haut. Et à l'étape 4, ça forme la montagne qui emprisonne en son cœur une quantité phénoménale d'eau. Et pour finir, la solidification. La combinaison de la chaleur extrême venue d'en bas et du froid glacial venu d'en haut aurait transformé toute cette structure en une montagne solide, avec au milieu un lac souterrain géant. Un lac qui, selon l'auteur, pourrait contenir plus d'eau que des milliers de nos barrages actuels. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce que pour lui, tous les lacs souterrains ne se ressemblent pas. Il propose une classification et affirme qu'il existe en fait 2 grands types de réservoirs massifs. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le type 1, les lacs de montagne. Ce sont les plus grands, ceux qui se sont formés avec les montagnes et qui seraient la source principale de nos fleuves. Et de l'autre côté, le type 2, les lacs d'érosion. Eux, ils se forment beaucoup plus lentement. C'est l'eau qui, petit à petit, dissout des couches de roches tendres comme le sel et finit par créer d'énormes cavités qui se remplissent d'eau. Et l'auteur fait un lien assez fascinant avec le climat local. En gros, dans les régions arides, la croûte terrestre serait plus fine, ce qui rendrait ces réserves d'eau plus faciles à atteindre. À l'inverse, dans les régions humides, des milliers d'années de végétation et de matière organique auraient épaissi cette croûte et les mêmes lacs seraient donc enfouis bien plus profondément. Et c'est là que la théorie prend une autre dimension. On quitte un peu la géologie pure pour aborder un fondement plus philosophique, voire théologique, qui pour l'auteur est vraiment la clé de tout. Parce que tout ça, ça a des implications très concrètes. Pour l'auteur, la façon dont on gère l'eau aujourd'hui est une erreur fondamentale. Construire des barrages en surface, surtout dans les climats arides, ce serait une tentative un peu vaine d'imiter la nature, tout en ignorant complètement les vrais réservoirs bien plus efficaces qui se trouvent juste sous nos pieds. Et pour lui, la preuve ultime, la clé de voûte de toute sa pensée, se trouve dans ce verset du Coran. Il l'interprète comme l'affirmation que l'humanité n'est pas le vrai gardien de l'eau. Que ce stockage à très grande échelle est quelque chose qui nous dépasse et qui est réalisé par ces immenses réservoirs naturels souterrains. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Qu'on adhère à cette théorie ou pas, elle nous force à réfléchir. Si les plus grandes réserves d'eau de la planète étaient réellement cachées,
juste là, sous nos pieds, comment est-ce que ça ne changerait pas radicalement notre façon de voir l'eau, la géologie et même notre avenir ?